Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail, c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Vous êtes en train d'écouter le 60e de ce podcast dédié entièrement à la diminution des déchets dans la sphère professionnelle. Aujourd'hui, je suis ravie de partager des idées inspirantes de restaurants très investis sur la démarche zéro déchet. Pour cela, j'ai invité Cédric Hérault, qui a créé 2 restaurants vietnamiens en métropole lilloise. Cédric, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, pour vous présenter, Cédric, je dirais qu'après avoir travaillé chez une grande enseigne de sport, Decathlon pour ne pas la citer, vous avez choisi la voie de l'entrepreneuriat avec votre femme, Tram. Il y a 8 ans, vous installez votre premier restaurant vietnamien, le Miam, au cœur du grand centre commercial Euralille, situé entre les 2 gares de la ville de Lille. En 2022, vous renouvelez l'expérience en ouvrant une seconde enseigne, Joya, 1 kilomètre plus loin, à La Madeleine. Aujourd'hui, vos restaurants comptent 6 salariés. Ils se targuent d'être parmi les meilleurs restaurants vietnamiens de Lille. Vous y proposez une cuisine familiale, savoureuse, généreuse et abordable, à base de vos propres créations culinaires. Mais ce n'est pas tout. Vos restaurants sont engagés. Une démarche zéro déchet y est bien installée. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est parti ? C'est parti, je suis prêt. Alors Cédric, avez-vous quelque chose à rajouter à ma présentation ? Je trouve que tout est bien dit. J'aurais pas fait mieux. Sinon qu'on est des autodidactes de la cuisine et de la restauration pour le coup, et que les restaurants sont le reflet de nos valeurs. Mmh. Ce qui compte pour nous, c'est donc partie environnementale et sociale. Très bien. Alors justement, quelle est votre propre définition du zéro déchet ? Alors, le zéro déchet, c'est pas simple déjà d'y arriver. Clairement, on n'est pas les meilleurs du monde. C'est un peu une target quasiment impossible à atteindre. Mais l'idée, c'est d'en faire toujours un peu plus chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour s'en rapprocher. Donc, il y a clairement peut-être des restaurateurs qui seront meilleurs que nous. Et en tout cas, l'idée, c'est de se dire de pas rester sur les acquis et de toujours trouver des solutions pour s'améliorer. Donc c'est un chemin et pas un objectif en soi ou un objectif difficilement atteignable. Oui. Mais c'est plutôt un chemin. Exactement, et un état d'esprit finalement. Et l'idée, c'est pas que ce soit que nous qui le portions, c'est aussi les équipes, puisque nous sommes pas forcément désormais nous à 100% dans les restaurants, et donc il faut que les équipes aussi adhèrent avec ça pour qu'elles puissent proposer des solutions par elles-mêmes pour tendre vers cet objectif. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à mettre en place une telle démarche au sein de vos 2 restaurants ? Alors, je pense qu'il y a déjà une sorte de fibre personnelle, une petite graine qui était en nous, mais il y a très longtemps, et qui s'est développée. Alors moi en particulier avec mon expérience chez Decathlon, puisque j'étais relais environnement alors, je travaillais beaucoup en production en fait, dans la partie cachée de Decathlon, pas les magasins, mais la partie en amont, dans des pays comme le Vietnam où j'ai vécu, rencontré ma femme. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes et donc d'apprendre de plus en plus sur la partie environnementale, les impacts en particulier. Et donc ça m'a fait acquérir des connaissances, pas mal de rencontres aussi au fil de l'eau, en intérieur ou extérieur de Decathlon. Et il y a eu un gros changement, c'est la naissance de mon 2e enfant, Johan, en 2019. Il y a eu une perte d'alignement finalement entre des valeurs perso et ce que je pouvais vivre chez Decathlon, où je trouvais que ça allait pas assez vite personnellement. Et à partir de là, j'ai eu une période où je me suis mis à 50%, où j'ai commencé à m'intéresser énormément au zéro déchet, en achetant des livres, en lisant des blogs, en écoutant des podcasts. Et je suis devenu à un moment donné même anti-plastique, c'est-à-dire que j'allais même dans un supermarché, je devenais fou, quoi. J'avais presque envie de vomir en voyant tous les légumes, etc., qui étaient en sachet. C'est pour dire que j'étais arrivé à un cap où c'était même intenable pour ma femme, qui voulait pas me sortir de la maison. Et puis bon, forcément, voilà, ça a un peu amélioré, mais il y a eu ce déclic de se dire à un moment donné, ok, il faut passer à autre chose. Il faut qu'on s'améliore, donc dans la sphère personnelle tout d'abord. Et après, donc j'ai rejoint ma femme donc en 2021, donc 5 ans après l'ouverture du Miam finalement,
pour aller mettre ma patte et accélérer sur la partie zéro déchet. Parce qu'on faisait des choses, mais je trouvais ça pas assez suffisant. Et donc, à partir de là, on est monté en puissance. Très bien. Alors justement, parlons des actions que vous mettez en œuvre au sein des restaurants. On peut démarrer par la consigne. Donc si je me trompe pas, elle est organisée autant pour les plats emportés que pour les boissons sur place. Alors concrètement, comment ça s'organise chez vous? Alors c'est assez simple. Alors il faut savoir que nous on est donc des cantines, on travaille que le midi dans des zones avec beaucoup de gens de bureau. Donc on est sur une clientèle assez fidèle qui va revenir quasiment à moitié-moitié entre de la vente sur place et de la vente à emporter. Le constat c'est que auparavant, pour manger sur place, les gens pouvaient avoir des bols en dur comme à la maison, mais que finalement quand ils prenaient à emporter, c'est forcément un emballage jetable. Alors dans notre cas, c'est du carton avec un couvercle en plastique. Et en fait, on trouvait ça un peu aberrant dans le sens où on passe du temps, nous, à cuisiner, parce que tout est fait maison. Et c'est dommage de pas voir l'écrin à la valeur de ce qu'on propose. Et donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? C'est de passer sur des contenants réutilisables. Et on a opté pour des bols en verre qui sont faits, alors, je sais pas si on peut faire de la pub. Allons-y. Parce qu'une société française, c'est Arc, qui est basée à Arc, donc dans le Pas-de-Calais, juste à côté, qui a défini une gamme de bols en verre avec couvercle dédié vraiment à la restauration rapide. Donc l'idée, c'est qu'au départ, on a lancé ça de manière non obligatoire entre guillemets, c'est-à-dire que le client avait le droit de prendre l'emballage jetable gratuitement et la consigne était offerte, proposée à 4 € la consigne. Donc c'est de l'argent qu'il récupère quand la consigne est ramenée au restaurant. C'est un peu comme le jeton de caddie, pardon. Le jeton de caddie, il est bloqué dans le caddie. Tant que vous utilisez, vous ramenez le caddie, vous récupérez le jeton. La consigne, ça consiste à ça, exactement. On a eu un taux de pénétration, on va dire, de la consigne vis-à-vis de nos clients. Encore une fois, des clients fidèles de 15%. C'était pas mal, hein, mais c'est pas non plus suffisant, je trouvais. Et donc, il y a un an, depuis septembre, un peu moins d'un an, on a décidé de mettre une taxe carbone en mettant l'emballage jetable à 1 €. C'est-à-dire que le client a 3 choix désormais, même 4. Il mange sur place, il paye le prix normal. Il ramène son contenant, il a 30 centimes de réduction. Donc il y a le côté aussi, la petite carotte. Il prend une consigne, il paye 4, qu'il récupère quand il la ramènera. Et par contre, l'emballage jetable, il le paye 1 € de plus. Et du jour au lendemain, on est passé de 15% de consigne à 70% de consigne. Ce qui est énorme. Oui, ce qui est gigantesque. On a la clientèle qui va pour. On serait dans une gare, ça marcherait pas aussi bien, clairement. Mais là, on a une clientèle qui va bien. Et en fait, nos clients qui sont passés maintenant à la consigne parce qu'il y a cette incitation financière et qui le faisaient pas avant, reviendraient pas en arrière désormais. Il faut sauter le pas. Et en fait, d'avoir mis cette petite taxe carbone personnelle a changé les habitudes et les gens sont hyper contents et nos équipes aussi en fait. Il y a une vraie adhésion au niveau de ce côté-là et ça fait, on en reparlera plus tard, mais ça fidélise énormément aussi la clientèle. Ce qui est plutôt déjà un bénéfice. Oui. Et alors, comment s'organise vous avez dû faire un achat conséquent de bols à emporter en verre? Oui. Alors aujourd'hui, j'en suis à 4000 bols sur l'ensemble des 2 restaurants. Là, j'en ai reçu 1600 de plus. Ce qui peut paraître énorme, mais il faut savoir qu'on a commencé, donc ça va faire 2 ans désormais. 2 ans au Miam, ouais, c'est ça, en mars 2021. Mars 2022, pardon. Avec 200 bols. Waouh. En fait, dans la démarche zéro déchet, c'est-à-dire, on y va étape par étape, on voit comment ça réagit. Donc, on achète des bols en dur. On a fait quelques tests avec des clients fidèles en disant, est-ce que je peux vous proposer la consigne en verre? Vous la testez, vous me dites ce que vous en pensez. Le bol, il est bien, pas bien, est-ce que ça passe bien au micro-ondes, etc. Et puis, des échanges qu'on a eu, les clients nous ont dit oui, ça passe bien, etc. Et donc, on a lancé la consigne non obligatoire, entre guillemets, là, sans taxe carbone. Et ensuite, on a accéléré par la suite. Donc, on est passé de 200 à plus de 4000. Mais parce qu'en fait, il y a aussi des bols qui ne reviennent pas. On a un taux moyen de retour qui est de 90% par mois, ce qui est très très bien. Mais mis bout à bout, ça fait des bols qui ne reviennent pas potentiellement. Donc il faut toujours en racheter au fur et à mesure. Mais c'est pas gênant puisque finalement ces bols-là sont financés par les bols jetables, vu que je fais de la marge dessus, clairement des bénéfices. Et puis 2, le fait que les gens qui n'ont pas ramené tout de suite la consigne, ils l'ont payé 4 €, donc c'est de l'argent qui est sur ma cagnotte finalement sur ma trésor que je peux mettre pour acheter d'autres bols, etc., etc. Donc c'est financièrement c'est pas c'est plutôt une bonne opération finalement, c'est pas un investissement important qui vous met en difficulté au niveau de la trésorerie. Alors en trésorerie au tout début, si ça peut l'être, mais nous on est monté graduellement. On a eu la chance aussi. Alors moi, je suis un chasseur d'aide. Il y a 2 ans, l'ADEME finançait l'achat de bols pour les restaurants. Alors l'aide n'existe plus malheureusement, mais à l'époque, on a eu une prime de 5000 €, ce qui est gigantesque en fait. On a quasiment acheté donc 4000 bols, payé je crois 20% finalement de la vraie valeur grâce à l'ADEME, ce qui fait qu'effectivement c'est assez neutre d'un point de vue trésorerie. Mais c'est vrai qu'au départ c'est compliqué. Mais c'est pour ça que nous, on a fait un choix aussi d'y aller de nous-mêmes. Mais il existe des sociétés
basées d'ailleurs sur l'île, qui permettent de proposer ce service et qui, elles, supportent le stock et le paiement de ces bols, mais vous proposent un service où les bols sont mis à disposition et ils vont gérer la reprise, le lavage, etc., etc. Vous avez des noms de ce genre de structure? Peut-être Ola Consigne, par exemple? Oui, bien sûr, c'est Baco, ouais. Baco, oui. B-A-K-O, oui, Baco, D'accord. avec Caroline, qui gère ça, qui peut permettre aussi à de restaurateurs de se lancer sans avoir à impacter leur trésorerie finalement. Mhm. Et est-ce que vous avez un travail de nettoyage une fois que vous recevez les bols de vos clients? Comment ça s'organise? Oui, alors en fait, les clients ramènent leur bol, ils repartent avec le même. En fait, voilà, c'est une entrée-sortie. Ils nous ramènent les bols qu'on va renettoyer nous et ils repartent avec des bols propres qu'on avait déjà en stock en fait. Mhm. Donc c'est assez simple. Après, bien sûr, ça rajoute un peu de travail aux équipes par rapport à avant où l'emballage de table était, il n'y avait que l'emballage de table. Donc en fait, on sert le plat, on retrouve jamais le bol. C'est aussi un peu plus lourd. Ce sont des bols en verre versus l'emballage de table. Mais après, c'est une question d'organisation. Et personnellement, je préfère payer, si besoin, des heures sup à mes employés parce qu'ils doivent nettoyer que de mettre de l'argent dans des bols qui viennent soit de l'autre bout du continent, voire de l'autre bout de la Terre. Voilà, c'est un choix personnel. Mais dans les faits, aujourd'hui, on n'a pas d'heures sup liées à ça. Et au contraire, ça permet plutôt de remplir les horaires de nos employés et donc de leur proposer vraiment un 35 heures, ce qui est plutôt plus intéressant pour eux que de travailler que 30 heures semaine, par exemple. Donc, Mhm. on s'y retrouve tous. C'est chouette, ça. Et si je me trompe pas, vous proposez aussi ce type de service en plateau, enfin de proposition de repas livrés auprès d'entreprises, par exemple. Comment vous organisez la consigne dans ce cas-là? Oui, alors là, c'est de la livraison donc de plateaux repas chauds en B2B, donc en professionnel. Dans ce cadre-là, donc on assure la livraison, ce qui change tout, c'est-à-dire que nous allons jusqu'au lieu de réunion, par exemple. On sert tout en consigne en verre, donc les entrées, les plats, les desserts, les bouteilles s'ils prennent des boissons, parce qu'on travaille que le fourgon sur les bouteilles, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Tout est mis dans des caisses isothermes pour garder soit au chaud, soit au froid, selon le type de plat. Et on livre sur des courtes distances, 3 à 5 km autour des restaurants en vélo. Donc on a un partenaire. Et maintenant en véhicule électrique pour des demandes plus éloignées, parce qu'on commence à avoir des demandes de Roubaix, Tourcoing, etc. Et notre livreur passera 2 fois. Nous passons vers midi, on dépose tout aux clients. Les plats restent chauds pendant moins 90 minutes dans les caisses, donc ils peuvent manger quand ils le souhaitent. Nous, on arrive vers midi généralement. Et le livreur repasse dans l'après-midi et nous ramène le tout. Et nous, on n'a plus qu'à nettoyer. Sachant que c'est zéro déchet dans le sens où s'il y a des restes alimentaires ou même les serviettes doivent être jetées, ce sont des serviettes écrues, donc non blanchies, qu'on va mettre au composteur. Donc, il y a vraiment aucun déchet. Vous avez réfléchi assez loin sur toute votre organisation. Oui, oui. Alors justement, on va parler des biodéchets. Depuis 2024, notamment depuis janvier 2024, nous sommes amenés à trier nos biodéchets. Alors vous n'avez pas attendu la réglementation pour vous occuper des déchets de cuisine, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place sur les biodéchets? Voilà, concrètement, comment ça se passe? Quel type de déchets vous avez? Ouais. Et comment vous les Oui, bien traitez? sûr. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir ce qu'on a dans nos poubelles. Ça commence par peser un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Et nous, à l'époque, donc c'était en 2020, juste avant le Covid, enfin 2019-2020, dans cette réflexion suite à la naissance de mon fils, je trouvais assez anormal de devoir jeter des biodéchets qui sont de la matière première. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur. Paysan, jette rien, quoi. À un moment donné, vous avez des restes, ça allait aux poules, ça allait aux chiens, ça allait aux chats, etc., ou ça allait dans le fumier, dans le compost. Et il y avait une régénération. Ce lien à la nature, on l'a quand même pas mal perdu. Mais en tout cas, c'est resté dans un petit coin de ma tête en me disant, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Enfin, à un moment donné, en plus déjà, c'est lourd en termes de déchets. Et c'est là où j'ai contacté la société Les Alchimistes, qui était basée à Paris principalement, et qui commençait à se lancer sur l'île. Et donc, c'était en janvier-février 2020. Et donc, je les ai contactés pour leur dire, écoutez, moi, ça m'intéresse, ce service, parce que, grosso modo, nous, on a 75% de nos déchets, ce sont des biodéchets. Vu que tout est fait maison, qu'on travaille que des produits bruts, on a énormément d'épluchures de carottes, pommes de terre, patates douces, butternut. Et bien sûr, on vient aussi composter les déchets, les restes éventuels de nos clients. Et c'est comme ça qu'en 2020, donc juste avant le Covid, on signait une lettre d'intention avec les fondateurs des Alchimistes Hauts-de-France pour qu'ils aient aussi voir leur banque, parce que la société n'était pas encore créée à cette époque-là. Pour commencer, finalement après le Covid, puisque on a été tous fermés à partir du mois de mars. Et donc ça fait 4 ans qu'on est avec eux. C'est leur client numéro 1 avec le Miam. Le Joya, c'est le numéro 100.
Voilà, c'est symbolique, mais j'aime bien ces petits chiffres. Et on est très content parce que ouais, c'est énormément de déchets qui sont revalorisés et les alchimistes nous offrent quasiment tous les ans un peu de compost. Donc c'est voilà, c'est la boucle est bouclée. Je trouve ça très sympa. Et vous avez une idée des kilos collectés, je sais pas, par mois ou par an dans les restaurants? Oui, c'est plus d'une tonne par restaurant, c'est sûr. C'est sûr. Après, l'idée aussi de quand on veut être zéro déchet, trouver une solution pour ces biodéchets, c'est bien. Mais la première démarche, c'est d'abord de réduire ces biodéchets avant de trouver une solution pour les composter. Donc, il y a les deux qu'on met en place. Nous, on essaie d'avoir le moins de pertes possible à la base, bien entendu, avant de les composter. Mais ouais, je crois que c'est un peu plus d'une tonne. Après, voilà, on est des petits, entre guillemets, parce que par rapport à d'autres restaurants qui font beaucoup plus de couverts. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est que, au moins, c'est des biodéchets qui ont une seconde vie. Et on aurait pu faire le choix aussi d'aller vers des sociétés qui proposent la méthanisation. Mais je trouvais que ça faisait plus sens et circulaire de dire que ça partait en compost qui va nourrir la terre, qui va permettre d'aller nourrir les aliments qu'on mettra dans une assiette. Alors pas forcément au restaurant, mais en tout cas dans celle de certains de nos clients par la suite. Mhm. Et alors, tout à l'heure, vous disiez, le premier geste, ce serait de réduire les biodéchets. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre concrètement pour avoir le moins de biodéchets possible à la source? Alors on pourrait se dire, bah, j'achète mes carottes râpées déjà en sachet plastique. Donc c'est pas le cas. En fait, il faut faire des choix. On fait le choix de réduire les emballages. Après, c'est vrai que on pourrait aller plus loin. Par exemple, je sais que dans certains restaurants, vu qu'ils travaillent que des produits bio, on peut utiliser la peau pour en faire, par exemple, la peau de pomme de terre. On peut la mettre au four pour en faire une sorte de chips. Mhm. Bon, on n'est pas sur la pomme de terre bio, voilà. Donc on le fait pas. Donc je vais pas au bout de la démarche. Mhm. Clairement, on pourrait réduire d'autant, encore plus. Hein. Et je sais que voilà, on a des axes d'amélioration. Après, il faudrait qu'on change aussi nos appros. C'est pas les mêmes prix. Enfin bref, il y a d'autres enjeux. Mhm. Et voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas sur le bio, on s'est pas positionné. Comme je disais en introduction, on n'est pas parfait. Mais voilà, on fait notre part et on essaye à minima dans tous les cas de réduire déjà les stocks en fait. Mhm. C'est surtout ça, c'est qu'on se fait livrer assez régulièrement. On est au plus juste pour éviter que les fruits ou les Oui. légumes ne pourrissent et là qu'on les jette sans les avoir utilisés. Mhm. Ça serait plutôt ça en fait, nous notre démarche en ce cas-là. Mhm. Je reviens rapidement sur la consigne. On n'a pas parlé du fourgon. Oui. Est-ce que vous pouvez, alors pour ceux qui connaissent pas cette enseigne, nous en parler, puis bah, comment vous travaillez avec cette structure? Bien sûr. Alors le fourgon, donc c'est une société créée par des Lillois. D'ailleurs, je crois que c'était lancé juste au Covid de mémoire ou juste après. Et ce qu'ils proposent, c'est ce que faisaient les sociétés de nos grands-parents, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la tournée du laitier où on vient déposer devant chez vous des boissons en verre consigné. Alors maintenant, ils font pas que des boissons d'ailleurs, ils font aussi de la nourriture et ils viennent les rechercher à la prochaine commande. L'intérêt, c'est que ça permet d'éviter de venir recycler le verre, qui se fait très bien, mais qui est un processus extrêmement énergivore. Une bouteille en verre, c'est jusqu'à 40 réutilisations. Et en fait, d'un point de vue impact environnemental, c'est la meilleure solution vis-à-vis de canettes en alu ou de bouteilles en plastique. Nous, on a basculé à l'ouverture du Joya sur le fourgon, puisqu'on voulait vraiment aller au bout du geste là-dessus. Parce que au préalable, on achetait des canettes en alu, on achetait des boissons en verre perdu. Donc verre perdu, c'est bien la bouteille, je la bois, je mets au recyclage. Et pour les bouteilles d'eau, c'est surtout du plastique. Après, les microplastiques et les nanoplastiques dans les bouteilles d'eau minérale, on entend tous parler. Et j'avoue que ça, c'est ce qui a lancé la démarche de dire on passe sur des bouteilles en verre. Et après, pareil, à force de creuser un petit peu, on se rend compte que la bouteille en alu n'est pas entièrement et 100% recyclable. Ce n'est pas vrai, malgré ce que les distributeurs et les fournisseurs voudraient nous faire croire. Il y a toujours une perte, une dégradation. C'est comme les bouteilles en plastique, hein, elles se transforment pas en bouteilles, souvent se transformer en matière pour faire des pulls. Et après, le pull, il part et il y a toujours une dégradation de la qualité. Le verre, c'est pas le cas. Par contre, c'est plus de 1000 degrés, je crois, pour transformer du verre en verre, encore une fois. C'est donc beaucoup d'énergie. Le prix de l'énergie a beaucoup augmenté. Et donc, l'intérêt de la consigne, c'est ça. C'est que ça permet d'éviter, on économise de l'énergie, on économise de la matière première, et puis on crée de l'emploi local, puisque la consigne force d'avoir des circuits très courts pour nettoyer et remettre en bouteille. Et donc, on crée de l'emploi local là où, quand on achète des bouteilles en verre perdu ou des canettes, finalement, la production peut être du monde entier. Et par contre, le recyclage, c'est nous qui devons le gérer en tant que consommateurs, puisque nous le payons avec nos impôts.
Et alors, comment ça se passe chez vous? Cette offre de bouteilles en verre consigné s'adresse aux clients qui mangent sur place ou aussi pour les clients qui viennent à emporter? Alors les deux, sauf que dans l'imaginaire maintenant, l'ancrage des clients, la bouteille verre ne peut pas s'emporter. Ce qui est assez fou, parce que moi je me rappelle à l'époque, alors j'ai 40 ans. Moi à l'époque, la bouteille en verre, il y a 30 ans, on avait partout, quoi. J'allais au stade, c'était une bouteille en verre, on partait avec, on revenait, c'est pas un problème. Et aujourd'hui, maintenant, des gens nous demandent est-ce qu'on peut prendre la bouteille en verre. Je dis mais oui, bien sûr, en fait, il n'y a pas de problème. Soit vous nous la ramenez, soit vous avez un copain qui a un compte fourgon, sur il y en a plein qui en ont, vous lui redonnez. Et au pire du pire du pire, vous le mettez en recyclage. Mais c'est vrai que c'est un geste qu'on a perdu. Donc on s'est clairement coupé d'une source de revenus sur la vente emportée en bouteille. Ouais. Mmh. Mais c'est un choix calculé. Nous, on n'est pas bar, on est restaurateur. Et donc, on doit faire notre marge sur les plats, sur tout ce qu'on propose. Et donc, la boisson est plus vue comme un plus. Mmh. Mais clairement, là, sur le miam, par exemple, depuis qu'on a basculé sur le fourgon, on a perdu un bon 50%, je pense, de vente de boissons. Mmh. C'est pas anodin, Mmh. mais je voulais qu'on aille jusqu'au bout du geste de notre démarche. Et après, en termes de collaboration avec le fourgon, c'est génial. C'est qu'il y a une application, on commande, le lendemain, on est livré. Tout est digitalisé, c'est hyper simple. Les livreurs sont, c'est les livreurs à eux déjà, ils sont hyper sympas. Enfin bref, et ça nous évite aussi de faire des courses, mine de rien, parce qu'on se fait livrer et ça change tout. Et ça veut dire que vous devez avoir des lieux de stockage conséquents pour pouvoir stocker les boissons. Et est-ce que vous en récupérez? Pas tant que ça. Eh ben, pas tant que ça. Pas tant que ça, puisque vu qu'ils livrent, ils sont hyper réactifs en fait. Ils peuvent des fois même vous livrer dans la journée. Donc en fait, on a un stock très limité, assez pour tenir peut-être 2-3 jours grand max. Et puis enfin, on fait du réappro. On fait du réappro et ça marche bien. Après voilà, on a une taille qui fait ça. On travaille avec le mini. Enfin voilà, c'est lié à notre business model, Oui, ça fonctionne. Après, il y a beaucoup de restaurateurs qui ont des plus gros volumes, qui passent avec des brasseurs. Et les brasseurs, c'est exactement pareil. Les brasseurs, ils récupèrent des bouteilles, etc., etc. Nous, c'est vrai qu'on était trop petits pour un brasseur, et donc le fourgon était la bonne solution pour passer sur du verre consigné. Alors, si on continue à parler des actions que vous mettez en place, petite cerise sur le gâteau, après une démarche écologique, vous vous attaquez à une démarche solidaire. Vous avez mis en place le repas suspendu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste et comment et pourquoi vous avez mis en place ce projet? Ouais. Alors déjà, l'initiative vient d'Italie, de Naples, avec les cafés suspendus, où les gens peuvent payer leur café et en payer un autre pour une personne qui viendrait sans argent. C'est pas forcément dédié d'ailleurs à des personnes défavorisées. Ça peut être quelqu'un du quartier, pareil, qui a oublié son porte-monnaie, qui prend son café et qui viendra leur payer le lendemain ou la prochaine fois. Donc c'est le même principe, sauf que nous c'est des plats. On est restaurateur, on offre des plats. Et en fait, assez tôt dans l'idée d'ouvrir le restaurant Joya, on voulait être commerçant zéro déchet et on l'est, mais on s'est dit c'est pas suffisant et on voulait faire le tour de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises qu'on appelait avant développement durable, qui consiste à dire il faut être économiquement viable, avec un impact environnemental le plus faible possible et avec un impact sociétal ou social conséquent. Donc ça passe déjà par bien traiter ses employés, ce qu'on fait déjà, mais on voulait que ça aille plus loin. Et pareil, c'est grâce à des rencontres, des discussions avec un ancien client du Miam qui a créé sa propre carte ticket restaurant équitable. Je fais une petite pub, ça s'appelle Équipe EKIP. En discutant avec lui, qui me parle des plats suspendus. Et puis voilà, la petite graine est plantée, j'y repense et je me dis mais peut-être qu'on pourrait faire des choses. Et la chance que l'on a, c'est qu'on a un programme fidélité chez nous qui existe depuis le début, qui est assez simple. Pour chaque euro dépensé, le client a un point. Au bout de 100 points, il récupère un bon d'achat de 5 euros. Et dans le contexte inflationniste qu'on a connu l'année dernière, je trouvais ça assez compliqué en fait de demander de l'argent aux clients, parce que je peux comprendre que ce soit pas simple. Et pareil, en tant que client, je suis pas forcément fan, moi, des initiatives où on vous demande à chaque paiement si vous voulez faire un arrondi. Alors, ça, c'est mon expérience perso, parce qu'au bout d'un moment, on dit non et on se sent un peu mal, etc. Et donc, on s'est dit, mais comment on peut faire pour que ça soit simple pour le client? Finalement, ça lui coûte rien, mais qu'il fasse un geste. Et donc, l'idée, c'est que ce bon d'achat, quand il sort, il peut soit le garder, bien entendu, soit on lui propose de le mettre sur une cagnotte pour les plats suspendus. Donc, la cagnotte va s'incrémenter. Donc nous, en fait, récupérer l'argent en soi, c'est assez simple, vu que ce programme existe et qu'on le transforme juste. C'est un programme de fidélité qui se transforme en programme de solidarité. La deuxième étape, c'est comment on assure la distribution aux bonnes personnes, qui plus est.
j'ai contacté les CCAS des villes dans lesquelles nos restaurants sont. Donc, on a commencé avec la Madeleine. Donc, le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale, qui est en relation avec des assos, des personnes. Et on a signé une convention avec celui de la Madeleine pour que eux aillent choisir les personnes qui seront éligibles pour profiter de ces repas. Sachant que on avait deux conditions qu'on voulait mettre en place pour le Joya en particulier. C'est un, on voulait que les gens se déplacent parce qu'on veut aussi recréer du lien, que les gens puissent aussi profiter de l'ambiance du restaurant. En tout cas, peut-être aussi visiter un quartier qu'ils connaissent pas forcément plus que ça. Et deux, si c'était de la vente à emporter, qu'on le fasse exclusivement en consigne. Il faut que ça soit solidaire et d'un point de vue environnemental intéressant. Et voilà, donc on a lancé ça, on a signé une convention en juin 2023, c'est ça. Et là, on est à une centaine de plats déjà payés et un peu plus de 70 qui ont été distribués. Donc on est sur la distribution individuelle avec le Miam. Et l'année dernière, fort de ce succès, pareil, via des liens avec LinkedIn, etc. J'ai eu le contact du directeur du CCAS de la ville de Lille. On a proposé de faire une convention pareille avec le Miam pour le coup. Et là, on est sur des distributions collectives, puisque la ville de Lille a un super outil qui s'appelle la cuisine commune de Chaud-Bouillon, qui est à Fifcaille, qui est en fait une cuisine solidaire où les gens peuvent venir cuisiner et manger, donc bénévolement, etc. Et en fait, ce qu'on propose, c'est une distribution collective où nous, on vient ramener en fait des grosses marmites, des plats. Donc, on a fait 30 couverts au mois de février. On en a refait une il y a 2 semaines avec 35 couverts. Et il y a une autre asso qui s'appelle les Grandes Gamelles, qui sont des bénévoles qui viennent cuisiner et eux qui préparent les entrées et desserts. Nous, on s'occupe que du plat principal. Voilà. Et donc, ça marche super bien. Les gens sont très contents. On est en train de communiquer sur cette démarche auprès des restaurateurs lillois via l'UMI, qui est le plus grand syndicat patronal des métiers de la restauration et de l'hôtellerie, pour que d'autres restaurants viennent s'associer à cette démarche pour que notre impact qui reste celui de 2 restaurants soit plus grand à terme et que la solidarité devienne une norme au sein de la métropole lilloise. C'est chouette d'une initiative, finalement, une petite graine qui a été plantée. On voit que la plante est en train de pousser sérieusement. Donc, c'est vraiment chouette. Ouais, non, c'est génial. Et puis surtout que les clients ont bien réagi parce que on est à, je cours de mémoire, c'était un client sur 3 qui donne son ticket. Donc, c'est 5 euros. Je trouve ça puissant. Je sais pas du tout ce que j'avais estimé moi à l'époque. Et j'ai des gens maintenant qui sont dans une routine de dire je prends un ticket pour moi, le suivant je donne, etc., etc. Enfin, et je trouve ça vraiment top. Et puis finalement j'imagine pour des clients fidèles, la fidélité elle est vite atteinte. Enfin oui. Les 100 points sont vite atteints, donc ça doit être très impactant, c'est chouette. Nos plats coûtent entre 10 et 11 euros, donc ils viennent 7-8 fois, on va dire, s'ils prennent des choses à côté. Donc, mais oui, c'est des clients qui reviennent facilement 2-3 fois par semaine pour certains, donc ça peut aller vite, ouais. Et alors justement, si on parle, vous avez parlé des chiffres en lien avec les repas suspendus. Sur la consigne de plats, ça représente quel volume depuis que vous avez mis en place tout ça ou par an à peu près? Alors là, donc on a lancé la consigne au Joya dès l'ouverture avec cette condition de 1 euro pour l'emballage jetable. Et le Miam, la consigne avait commencé avant, mais avec l'emballage jetable gratuit, et on est passé depuis septembre 2023 au 1 euro. Depuis donc 1 an et demi, on est à 22 000 consignes. Ah, c'est énorme. Ouais, ça c'est gigantesque. Ouais, c'est 22 000. Ça veut dire qu'un bol, si on fait les ratios, un bol aura vécu déjà 5 fois, ce qui est déjà pas mal. Alors il faudrait faire un peu plus de recherche, mais a priori, ça veut dire que c'est déjà d'un point de vue environnemental plus bénéfique que l'emballage jetable. C'est surtout 22 000 emballages jetables évités. C'est ça. C'est déjà pas mal. Quand même une belle satisfaction. Ouais, non, c'est clair. Si on parle plutôt du côté, on va dire sombre entre guillemets, quelles sont les difficultés liées au zéro déchet que vous avez rencontrées dans vos restaurants? Est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce qu'il y a eu des choses qui étaient un peu plus complexes, soit au démarrage, soit même en cours de route? Et puis comment vous avez levé ces freins éventuellement? Déjà, le changement, ça fait peur. Quand on est dans une routine, voilà. Le changement peut faire peur. Il faut bien l'expliquer, l'accompagner. Moi, ma femme, au départ, quand je lui dis on va faire les consignes en verre, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu me fais? Enfin, à un moment donné, voilà, on travaille très bien comme on est. Pourquoi tu veux modifier, etc. Et ce que je peux comprendre, hein. D'où l'idée de
de pas y aller comme une brute, quoi. Faut y aller étape par étape, faut faire des tests, voir comment ça réagit, expliquer, faire de la pédagogie. Et aujourd'hui, finalement, les biodéchets, ça se fait très bien. Il faut juste avoir une petite zone de stockage parce qu'avant, les poubelles, on pouvait les vider tous les jours. Là, c'est vrai qu'on a des bacs qu'on doit conserver. Alors nous, il y a un passage par semaine, donc faut savoir les conserver, par exemple. Et sur les consignes, bah oui, il y avait cette appréhension mais on aura plus de travail, c'est un peu plus lourd, etc. Mais dans les faits, enfin, c'est toujours pareil, c'est très intellectuel. Et finalement, quand on est dans l'opérationnel et qu'on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, qu'on s'habitue et tout, et ben ça devient une norme et donc on reviendrait plus en arrière. Et la seule contrainte que je peux voir, moi, c'est plutôt sur les boissons. Enfin, par rapport à cette perte de chiffre d'affaires. Moi, je peux comprendre que des restaurateurs disent, maintenant, je peux me permettre de perdre 50% de mon chiffre d'affaires sur les boissons. Nous, dans notre cas, c'est pas si important que ça. Enfin, ça a un impact, mais c'est compensé ailleurs, en particulier en mettant les emballages jetables à 1 € pour les plats. Et ça permet aussi d'être cohérent avec nos valeurs. Mais mon conseil, c'est toujours, allez-y progressivement, en fait. Il faut y aller progressivement, il faut emmener ses équipes, il faut emmener ses clients aussi dans la démarche, les questionner, les sonder. Et puis à un moment donné, il faut oser, quoi. Rien ne nous empêcherait de revenir en arrière sur ce qu'on a fait. Bah, à part le biodéchet, vu que c'est obligatoire désormais. Mais sur le reste, on pourrait. Mais dans les faits, si je demandais aux équipes si on doit revenir en arrière, il n'y en a aucun qui le ferait. Et alors justement, comment réagissent vos clients et même vos salariés lorsqu'ils découvrent votre démarche zéro déchet? Est-ce qu'ils adhèrent facilement? Voilà, comment vous faites concrètement? On a une belle notoriété maintenant sur les réseaux, en particulier réseaux professionnels LinkedIn, par exemple. Et ça permet justement d'avoir de pouvoir expliquer en profondeur les démarches que l'on fait. Je trouve ça plus facile d'ailleurs par exemple qu'un Instagram ou un Facebook. On est peut-être plus dans l'émotionnel. Donc ça me permet déjà de capitaliser pas mal de choses avec nos clients parce je les connecte assez facilement. Et après clairement c'est un label, hein, l'être commerçant zéro déchet. Clairement c'est un label plus quoi. Enfin les gens se disent oh là il fait attention, etc. C'est donc très très bien perçu. Moi c'est clairement un vecteur de fidélisation et et permettre de se démarquer aussi de la concurrence, clairement. Après, il y a des retours, des clients qui veulent prendre en jetable, qui nous disent ouais, mais vous êtes bien gentil, mais je paye 1 € de plus, quoi. C'est pas normal, etc. Mais moi, je leur dis, mais non, mais vous ne payez pas 1 € de plus. Dites-vous l'inverse. La concurrence vous fait payer l'emballage jetable. Moi, je vous fais payer le prix du plat au vrai prix. Et après, c'est vous qui choisissez quel type d'emballage vous voulez. Mais une personne qui fera l'effort de prendre une consigne ou de ramener son contenant, bah, finalement, lui, il aura le vrai prix du plat. Alors que bah, vous allez payer un l'emballage en plus, qui est dans tous les cas un prix déjà impacté par nos concurrents dans leur prix de vente. Donc, c'est juste une manière de voir, mais c'est pas... Bon, ça arrive très rarement, hein, d'avoir une personne qui se plaigne. Parce que, encore une fois, c'est plutôt bien perçu. Et parce qu'on a une clientèle aussi d'habitués qui reviennent. Donc ça passe plutôt bien. Et pour vos salariés? C'est pareil. Non, mais encore une fois, je devrais les inviter la prochaine fois, là, une prochain podcast. Mais non, ils sont. En fait, la consigne met en valeur le travail qu'ils font en cuisine. En fait, c'est comme si vous achetiez une bague, un diamant, et vous le mettiez dans un sac plastique. Enfin, l'écrin est aussi important finalement que le contenu. Et nous, avec nos bols en verre, on est fiers de présenter ces plats-là, quoi, et fiers de présenter le travail de nos équipes en cuisine. Donc c'est plutôt bénéfique et tout. Enfin finalement, avec le temps et puis un peu de pédagogie, Ouais. Le changement s'opère. Oui, et il s'opère très 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 facilement. Encore une fois, et ouais, et on reviendrait pas en arrière. Et les équipes reviendraient pas en arrière, j'en suis convaincu. Alors maintenant, vous avez plus de 7 ans de recul sur vos pratiques écologiques. Oui. Selon vous, quels sont les bénéfices à mettre en place une telle démarche au sein des enseignes de restauration? Alors la première, c'est, on en parlait, de pouvoir se démarquer vis-à-vis de la concurrence et d'aller chercher des nouveaux clients qui sont de plus en plus concernés par la manière dont ils mangent. Le Covid a accéléré notre business. Hein. On travaille mieux depuis le Covid qu'avant le Covid. Parce que les gens se rendent compte que bien manger est important et nous on fait tout est maison, tout est frais et c'est de plus en plus rare finalement parce qu'on a de plus en plus de chaînes. Et en fait la démarche environnementale, on parle tellement des règlements climatiques tous les jours aux infos, on se rend compte qu'il faut qu'on fasse des efforts. C'est pas forcément simple de changer personnellement, mais au moins le client qui vient chez nous il dit bah moi j'aurais fait un petit geste. Voilà, ce sera mon petit geste quotidien en mangeant un peu plus
Sainement. Ouais, sainement et voilà, avec un impact moindre. Donc ça, c'est le premier. Pour moi, c'est un axe aussi de fidélisation, d'abord de recrutement et de fidélisation des équipes. Parce que voilà, on dit voilà, on s'occupe de la planète, etc. Et pareil, ça permet de se démarquer. On parle de démarche RSE. Alors oui, on est un petit restaurant. On n'est pas une grosse boîte où on voit on voit de la communication tous les jours dessus, mais mine de rien, c'est pas anodin. Ça prouve aussi qu'on est des patrons qui ont une conscience en fait, enfin une conscience et qu'on souhaite bien faire. Et donc ça va passer aussi dans bien s'occuper de nos employés. Et puis moi, d'un point de vue économique, moi la consigne me coûte moins cher que l'emballage jetable au final. Alors j'ai eu des financements, mais dans les faits, vu que mon emballage jetable maintenant je le fais payer, je gagne de l'argent en fait. Je gagne de l'argent. Donc tout le monde s'y retrouve. On retrouve la RSE. Hein. Là, on est sur la partie c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour nos employés, pour nos clients, et c'est mieux pour mes finances. La boucle est bouclée. Ben oui, c'est ça. Et puis on crée de l'emploi local encore une fois. Enfin, on achète des bols français, le fourgon, ça reste lillois, etc., etc. On crée de l'emploi, on le sait. Et je trouve, enfin voilà, la boucle est bouclée et on fait partie. On est un petit rouage d'une belle boucle. Et on peut faire encore plus de choses, hein, j'en ai conscience. Après, c'est pas simple. Enfin, il faut du temps aussi pour mettre en place des choses des fois. Enfin, j'ai plein d'autres idées, et des fois, on est contraint aussi par le système. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de fournisseur, par exemple, de viande qui sait me livrer en consigne. Donc, c'est toujours des emballages plastiques à usage unique. Je sais que ça viendra. C'est le but, hein, mais voilà, pour l'instant, on est bloqué. Le jour où un fournisseur tape à la porte, dit on a ça, et que c'est intéressant, financièrement aussi, il faut qu'on regarde, mais nous, on dira banco, quoi, clairement. L'appel est lancé. Exactement. Voilà, l'appel est lancé. Croisons les doigts. Cédric, est-ce que vous auriez un dernier conseil pour clôturer cet entretien? Un conseil pour une structure qui envisage de se lancer dans une démarche de diminution des déchets? Venez me voir. Contactez-moi si vous le souhaitez. Je suis dispo, il n'y a aucun problème. J'ai envie de dire, allez-y. Dans tous les cas, ça va devenir la norme. Soit vous la subirez comme les biodéchets, soit vous l'anticipez et vous le vivrez beaucoup mieux. Et allez-y étape par étape. Il faut pas que ça soit forcément non plus, ça dépend de la taille de la boîte, mais il faut pas forcément que ça soit la responsabilité ou le fardeau du patron. Finalement, vous avez des collaborateurs, des équipiers qui ont peut-être une fibre environnementale, sociale très forte et qui demandent que ça en fait, de prendre l'initiative pour se lancer. Et donc, il faut savoir aussi, déléguer sur ce genre de sujet. Mais voilà, je pense qu'il faut oser. C'est comme tout, c'est comme l'entrepreneuriat. Il faut oser, voir ce qui se passe et puis aller étape par étape. Enfin, clairement, il y a 8 ans, on n'était pas là, quoi. On n'était pas à ce niveau-là. On y va étape par étape. Et encore une fois, on n'est pas parfait. Je sais qu'il y a des restaurateurs qui font beaucoup mieux que nous. Mais voilà, on est dans la démarche et puis c'est de l'amélioration continue. Clairement. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces informations et bravo pour toutes les actions que vous mettez en œuvre. On sent un homme de projet qui s'épanouit à travers les actions mises en œuvre autour de l'écologie et pour prendre soin de la planète. Donc, bravo pour tout ça. Pour conclure, je dirais pour les nordistes, si vous voulez retrouver les restaurants de Cédric, donc vous avez le Joya qui est en 149 avenue de la République à la Madeleine et le Miam est situé directement à Euralille, dans le centre Atrium. Alors c'est proche de quel Alors c'est pas simple à trouver celui-ci. Ah. En fait, on n'est pas dans la galerie marchande, on est juste à côté. On a un accès direct à la galerie marchande. Et pour ceux qui connaissent vraiment, il y a le boulevard de Turin, qui est la rue à sens unique, qui longe la gare Lille-Europe, où il y a tous les taxis, les bus. Et ben, s'ils vont tout au fond de cette avenue, à droite, au dernier feu, il y a une grande place piétonne qui s'appelle le Parvis de Rotterdam. En face de ce parvis, il y a le centre Atrium. Et nous, on est à l'intérieur à droite. Alors, on est un peu caché, pas très visible, mais voilà. Mais comme on dit, ça se mérite de venir manger chez nous. Donc, voilà. C'est dit. Donc, sinon, pour les plus éloignés, vous pouvez découvrir les restaurants sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, on a parlé de LinkedIn. Je mettrai le lien dans le descriptif du podcast ou même sur Internet à l'adresse Joya avec un y-restaurant.com. C'est ça. Il y a le miam-cuisine.com. On est sur Facebook, sur Instagram. Et donc, ouais. Parfait. Donc, merci encore, Cédric, pour cet échange très motivant et très inspirant. Puis longue vie à tous vos projets, alors. C'est gentil. Merci, Sophie. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!